Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à la revue des grandes unes de ce mercredi, de ce jeudi 26 mars 2020. Allons tout de suite en kiosque avec notre revue habituelle. Démarrons donc par le quotidien La Nouvelle Expression qui met en sa une discipline publique, durcissement de ton des conditions de transport. Le ministre Jean-Ernest Ngale Bibéhé a pris un chapelet de mesures pour réglementer désormais le transport des personnes dans les villes et entre les villes, à faire appliquer rigoureusement par les forces de maintien de l'ordre, à savoir notamment les surcharges, comme on en voit un peu tout le temps, ce qui va permettre de respecter les distanciations précises prévues par rapport aux mesures de prévention contre le coronavirus. La solidarité nationale, le SDF en fait appel. Le Social Democratic Front appelle le gouvernement camerounais à descendre de son piédestal et d'avoir l'humilité d'associer toutes les composantes de la société camerounaise à la lutte contre cet ennemi qu'est le coronavirus. Traitement de coronavirus, un médecin français qui rassure, le professeur Didier Raoult soutient que la chloroquine lutte efficacement contre le terrible virus et il a déjà reçu des appels de plus grands centres de recherche médicale, un espoir pour la population mondiale qui fait face au coronavirus. Pandémie du siècle, l'espoir certain d'un vaccin. Plus de 20 vaccins sont en cours de développement dans le monde et plusieurs thérapies sont en cours d'essai clinique, a annoncé donc l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Grande criminalité, un gendarme dans un gant. Les dangereux spécialistes de braquage à main armée ont été présentés à la presse par la Légion de gendarmerie du littoral. Ils étaient spécialisés dans le braquage à main armée des expatriés et hommes d'affaires chinois vivant au Cameroun. Marché des femmes, marché des chèvres, des braises ardentes sous les cendres. Installé pour une durée d'1 mois, le comité ad hoc torpille la normalisation de l'électricité, vendue frauduleusement et à prix d'or et manipule sans inquiétude l'argent des commerçants, écrit le journal pour sortir donc avec la page internationale. Le journal indique que confinement, soutien total en Afrique du Sud. Lors d'une allocution télévisée prononcée lundi, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a décrété un confinement national de 3 semaines à compter de ce jeudi. Et puis, on continue avec le quotidien Le Jour. Le quotidien Le Jour qui met en sa une, revient ici sur la communication gouvernementale par rapport au coronavirus. Le journal d'indiquer que Covid-19, la catastrophe de la communication. Et justement, à propos, le journal revient ici sur quelques aspects qui n'ont pas fonctionné dans cette communication gouvernementale, relevant ici que cela manque un peu de coordination. Et toujours à la une du journal Le Jour, le journal parle aussi du dispositif de lutte au coronavirus dans les banques, avec cette décision du ministre des Finances qui instruit donc les banques et tous les postes comptables du Cameroun où les fonctionnaires sont habitués à toucher leur salaire, à prendre des dispositions, à savoir le respect des normes de distanciation entre les usagers, évidemment la mise en place des produits désinfectants pour lutter contre le coronavirus. Le journal parle aussi de spéculation. Le ministère du Commerce appose des scellés depuis la déclaration du premier cas de coronavirus. Les prix n'ont cessé de flamber avec certains commerçants véreux qui passent désormais maître dans la surenchère. Lutte contre le coronavirus, titre Cameroun Tribune. Place à la fermeté. Au cours d'un point de presse hier à Yaoundé, le ministre de la Santé publique et le ministre de la Communication ont indiqué que tout allait être mis en œuvre pour l'application rigoureuse des mesures de restriction édictées par le président de la République. En tout cas, le journal vous invite à lire de la page 5 à la page 13 tout un dossier consacré à cette affaire. De même que le journal parle aussi de la planète qui rend hommage à Manu Dibango, le baobab tombé suite au petit coronavirus. Les hommages affluent de par le monde entier pour saluer la mémoire d'un homme qui a beaucoup contribué à la promotion de la musique camerounaise, africaine dans le monde. Mutation, parle de confinement total, l'addition s'il vous plaît. Et ce que pourrait coûter au Cameroun, cette option dans la lutte contre le coronavirus. En tout cas, le journal parle aussi de l'expérience des pays africains
le coronavirus, ce n'est pas seulement des pertes en vies humaines et des charges médicales, mais c'est aussi des dépenses à effectuer. Le journal revient aussi sur les mesures barrières qui sont bafouées par rapport au transport urbain et aussi évoquant le décès de Manu Dibango avec le concert d'hommage qu'il reçoit à travers le monde entier. Coronavirus à qui profite la dissimulation des victimes entre confinement absolu et nécessité pour le gouvernement d'assurer la sécurité des citoyens. Les mandants semblent faire le choix d'une condamnation à mort collective. Le SDF pour l'Union sacrée contre le Covid-19. Le requiem, la planète pleure, Manu Dibango. Le journal revient encore sur ces hommages qui affluent de par le monde entier pour saluer la mémoire d'un homme de culture multidimensionnel qu'a été Manu Dibango. Le journal Émergence met en sa une coronavirus, ce que coûte la prise en charge des malades. Vous découvrez cet article en page 5 du journal Émergence, de même que Émergence parle encore de coronavirus. Les banques demandent à la BEAC un accès plus accru aux liquidités. Voilà donc pour ce qui est du journal Émergence. Le quotidien L'économie met en sa une établissement du crédit. La BEAC suspend temporairement l'injection des liquidités. Cette décision va du 26 mars et s'achève le 2 avril 2020. Elle va permettre à la Banque centrale de mieux apprécier les effets de la crise sanitaire actuelle liée à la pandémie du Covid-19 sur la liquidité du système bancaire de la sous-région Afrique centrale. Le journal parle aussi de coronavirus, marché financier. Le coronavirus fait son entrée en bourse. Évidemment, fait son entrée en bourse pour avoir fait pratiquement chuter toutes les valeurs boursières dans les différentes bourses du monde. On se rappelle donc que ce coronavirus, tout petit qu'il soit, a un fort impact sur la vie économique mondiale. Voilà donc pour ce qui est de la revue de presse pour les journaux parus en kiosque ce matin. Place à présent avec nos invités du jeudi, évidemment, Camille Nélé et Guy Hervé Fongan. On commence par Guy Hervé Fongan. J'ai envie de dire, je ne veux pas dire que la dernière fois vous nous avez fait faux bon. Bonjour et bienvenue à la Bonjour Jean-Paul et bonjour aux nombreux téléspectateurs et téléspectatrices qui regardent avec le même plaisir les revues qualitatives qui paraissent au Cameroun. Une pensée pour les personnes qui ont essayé désespérément d'avoir de mes nouvelles. Ça va nettement mieux et je survivrai. Tu leur reviens tout clinquant d'ailleurs, dans une belle tenue. Oh, oui, et tout clinquant et en même temps pour indiquer, je pense qu'on va embrayer avec l'actualité qui m'a marqué. Ça va être à la fois une info et un coup de gueule. Alors c'est sur votre chaîne, sur mon lit d'hôpital d'ailleurs, que j'ai suivi un reportage. Je crois que c'est les commerçants du marché Nkololone qui se plaignaient de ce que cette zone-là ressemble à un no man's land. Ils sont agressés en plein jour et qui a désormais une bande de jeunes et se baladent dans 7, 8, 10 en dizaines pour agresser les gens. Il était à peine 18 heures que les commerçants se plaignaient. On les appelle les virus. Voilà, que les commerçants se plaignaient d'être victimes de ces agressions-là. Et je me souviens avoir vu dans le reportage le commandant Abega, que je connais très bien, qui au jour d'aujourd'hui semble être dépassé par les événements. Je voudrais en appeler notamment à Denis Fampo, parce que dans la deuxième semble devenir un no man's land, de prendre ses responsabilités et de toiletter dans la deuxième qui aujourd'hui devient de plus en plus invivable. Le sous-préfet nouvellement arrivé de dans la deuxième qui devra aussi mettre la main à la pâte, parce qu'il se dit, voyez-vous, il y a de plus en plus de nouvelles habitudes de penser, de faire et d'agir. C'est les sortes de cabarets des nordistes dans lesquels ils boivent à longueur de journée de Billy, etc. C'est un véritable repère de brigands et des gens qui terrorisent les populations. Je pense qu'il est urgent pour le maire, le sous-préfet de se pencher pour voir clair, parce qu'il y a aussi d'honnêtes citoyens qui viennent boire. Tout à fait, il y a également d'honnêtes citoyens, sauf que tout porte à croire que ces entrepôts créent plus de mal que de bien, et donc il est urgent de toiletter Nubel, du moins dans la deuxième de ces types d'entrepôts-là qui font beaucoup de mal aux populations. Quoi qu'il en soit, Madame le maire aura besoin de faire recours aux forces de maintien de l'ordre pour dans ce travail. Camille Nélé, bonjour et bienvenue à la revue des Grandes Unes, avec évidemment l'actualité qui vous a marqué. Jean-Paul Chaudet, bonjour. Bonjour
Guy Hervé Fongan, que nous avons failli perdre la semaine dernière. Il n'a pas donné beaucoup de détails, mais nous avons suivi sur le net qu'il a été agressé au sortir d'une soirée hommage à la mémoire de la Pironne de Manga, et il a été vertement agressé par un groupe d'individus qui l'ont poignardé, lui ont arraché ses téléphones et l'ont lardé de coups de poignard. Il a passé une semaine à l'hôpital. Guy Hervé Fongan, j'espère que vous remettrez assez tôt. Mais quand vous parliez tout à l'heure de ces sortes de bistrots ambulants où les gens viennent boire du bilibili et consommer de la drogue, le phénomène est beaucoup plus profond que cela. Parce que quand vous passez devant ces entrepôts, de jour comme de nuit, vous voyez une cinquantaine de motos qui sont debout, où les gens boivent à longueur de journée, mais c'est que le soir, à partir de 22h, 23h, c'est sur ces motos que ces gens dorment. Ça veut dire que ce sont des gens qui n'ont même pas de domicile fixe. Ils travaillent toute la journée, ils font la moto-taxi, mais ils n'ont pas de domicile fixe. On les retrouve, par exemple, ici au Carrefour Paris-Dancy, on les retrouve... Presque partout, hein, presque partout. Et je dis qu'on voit des motos par plusieurs dizaines. Et c'est sur ces motos, après avoir bu le bilibili, après avoir pris toutes sortes de produits psychotropes, la nuit, ils viennent dormir sur ces motos. Ça veut dire qu'ils n'ont même pas de domicile fixe. Vraiment, les responsables des services de sécurité ont vraiment du pain sur la planche. Et c'est à se demander s'ils sont concernés par les dispositions du Premier ministre qui indique les rassemblements de plus de 50 personnes sont à proscrire. La mesure a été prise. Autre chose, c'est Pour en revenir à l'actualité qui m'a marqué, bien entendu, la grande actualité, c'est le coronavirus. Mais par contre, pour moi, c'est l'assaut que les djihadistes ont porté sur les troupes tchadiennes il y a 2 jours. L'assaut au terme duquel 90 militaires tchadiens ont été exterminés avec 47 grièvement blessés. Ça veut dire que voilà une armée nationale qui a été décimée par une bonne armée du côté du lac Tchad et donc tout à côté du Cameroun. Alors quand on sait que toute cette zone-là est pratiquement dans le giron de notre région de l'extrême nord, avec pour nous-mêmes, une recrudescence extraordinaire des actions criminelles ces derniers temps. Vous vous souvenez, Equinox Télévision a fait un reportage absolument saisissant sur ce village de l'extrême nord où 5 personnes ont été exécutées, 1 personne décapitée, et ces gens ont même emporté la tête. Ça veut dire qu'il y a un travail extraordinaire à faire pour l'État, c'est-à-dire que l'État doit doter les régions militaires de gendarmerie de l'extrême nord de moyens tout à fait spéciaux. Et là, j'en profite pour envoyer un salut au général Salim Mohamed, qui est le commandant de la région de l'extrême nord, et au général Esso, qui est le commandant de la région de gendarmerie. Ils ont du pain sur la plage parce qu'il faut absolument faire face à cette menace djihadiste qui s'intensifie. Imaginez 97 militaires tués. Quand on sait comment sont formés les militaires tchadiens. Alors, effectivement, quand on sait, donc ça veut dire que le problème est beaucoup plus sérieux. Alors, s'il faut qu'en plus de la lutte contre le coronavirus, maintenant, on engage une lutte encore plus acharnée contre le grand banditisme et le djihadisme du côté de l'extrême nord, la situation n'est pas du tout amusante. Pire encore, quand on voit certains brebis galeuses, des éléments de force de l'ordre se retrouver dans des gangs, on se demande finalement à qui doit-on faire confiance pour sa sécurité. On démarre donc avec les sujets. Guy Hervé Fongan, le quotidien, la nouvelle expression qui parle des disciplines publiques, du durcissement des conditions de transport. Le ministre des Transports qui a pris un certain nombre de mesures dans le but de lutter contre le coronavirus. Pour vous, est-ce que la mesure est bien? Est-ce qu'elle ne vient pas un peu, j'ai envie de dire, tardivement, même si on dit mieux vaut tard que jamais? Non, mieux vaut tard que jamais. Elle arrive à point nommé, simplement parce qu'on est en communication de crise. Et en communication de crise, on cherche en général sur la règle de 3C, le crime, la compassion et les coupables. Sauf que pour le cas d'espèce, on ne peut pas se comporter dans une crise comme dans une situation normale. Ça veut simplement dire que si la situation est anormale, il faut un comportement anormal. En publicité, on aurait parlé de disruption, c'est-à-dire qu'il faut casser les codes, briser les codes pour trouver des thérapies choc qui vont amener les gens à retenir le message essentiel qu'on veut qu'ils retiennent. Or, pour le cas d'espèce, c'est une véritable indiscipline qui n'est pas nouveau dans notre environnement, simplement du fait que on est habitué dans notre environnement à laisser chacun faire ce qu'il veut. Et la gravité de la situation est telle qu'il faut utiliser les moyens forts. Et moi, ce qui me désole dans cette mesure prise par le ministre des Transports,
c'est que c'est le citoyen lambda qui va payer le lourd tribut. Parce que voyez-vous, si tous les matins, pour arriver à Equinox, vous payez 250 francs le taxi, et que désormais on dit 2 devant et 1 derrière, le taximan vous demande de payer 500 francs. Désormais, au lieu de 250, vous allez payer 2 places. Donc, ça fait que finalement, c'est toujours un groupuscule, c'est-à-dire que vous et moi, qui payons le tribut de cette guerre. Il faut que tout le monde, chacun à son niveau, participe à l'effort de guerre et contribue. Et c'est pareil pour les motos. Si pour arriver ce matin, vous payez la moto à 300 et que désormais le benzineur estime qu'il ne peut plus bâcher, eh bien il vous demande de payer 600. 600. Et 600. Et lui, maxi peut-être 500. Et maxi 500. Vous voyez qu'au finish, c'est le citoyen lambda qui souffre dans sa chair. Et donc il faut que chacun, je crois qu'il faut peut-être pousser la mesure plus loin et amener les uns les autres. Et c'est vrai, président du transport, il n'est pas exclu qu'il y ait une légère surenchère au niveau des tarifs affichés, etc. Et donc il faut qu'on évite, il faut qu'il y ait, la mesure va plus loin en évitant que le citoyen soit plumé de manière injuste, parce que c'est injuste. Donc chacun devrait pouvoir, à son niveau, contribuer à l'effort de guerre. Le taximan, c'est pas parce que il est contraint de payer, de porter 2 personnes derrière, qui va vous obliger désormais à payer 2 places au lieu d'une place. Donc il y a toutes ces... Je pense qu'il faut aller plus loin. Je ne sais pas comment ils vont faire, mais je pense qu'il faut que le contrôle aille davantage au fond des choses pour que le citoyen lambda ne souffre pas plus que les autres de ce parce qu'au-delà du confinement, si en plus de ça, il faut encore amener les gens à chacun casser sa tirelire pour supporter les coûts de transport. Pour supporter les coûts de transport et même de quotidien, je vais dire des produits de première nécessité qui semblent, dont les prix semblent grimper sur le marché. Eh bien, avec les pénuries créées, on risque de s'acheminer à un suicide collectif. Je pense qu'il faut que les mesures aillent plus loin que ça, que le citoyen ne souffre pas doublement. Camille Nélé, sur ces mesures du ministre des Transports, on va peut-être aller au-delà. Le ministre des Transports a pris un certain nombre de mesures pour discipliner un peu le domaine des transports, notamment la question des surcharges. Est-ce que, quand on regarde la faisabilité de cette disposition et même un certain appel à conscience des usagers et des conducteurs, et on constate toujours que malgré tout, le phénomène prospère. Est-ce qu'à la fin, les forces de l'ordre ne vont pas être débordées quand on connaît par exemple le nombre de mototaxis qui circulent dans la ville de Douala, des motos qui peuvent passer dans votre salon et il faut se retrouver d'un autre côté de la route? Vous savez, Jean-Paul Chouniat, les mauvaises habitudes, on a envie de dire. Ce n'est pas aujourd'hui que le ministre des Transports, Ngalé Bibeye, prend des mesures pédagogiques, des mesures sécuritaires pour les populations. Ce n'est pas la première fois. Nous n'allons pas les énumérer ici à partir de la limitation des vitesses et même de toutes sortes de politiques qui ont été adoptées par le ministère des Transports pour lutter contre effectivement l'insouciance au volant sur les grands axes routiers. Mais je pense que les dernières mesures que le ministre Ernest Ngalé Bibeye vient de prendre sont des mesures d'accompagnement des hautes instructions du Premier ministre par rapport dans la lutte contre le coronavirus. Voilà. Alors en demandant aux uns et aux autres de comprendre d'abord pour ce qui est de leur intérêt et maintenant aux transporteurs de se plier à ces mesures uniquement d'abord pour la protection des usagers et pour leur propre protection. Bon, maintenant, est-ce que ces mesures vont être suivies? C'est la question fondamentale. La question, elles sont en train d'être suivies, mais très timidement. Vous savez très bien que le ministre Ngalé Bibeye s'est lancé dans la guerre contre la surcharge dans les agences de voyage interurbaines depuis très longtemps. Mais quand vous... On l'a souvent vu arriver par surprise dans certaines agences de voyage. Effectivement, on l'a vu arriver et malheureusement, pendant qu'il est de ce côté, de l'autre côté, les gens continuent à surcharger. C'est un travail de Sisyphe qu'il est en train d'accomplir, mais toujours est-il que la volonté y est et certaines agences commencent à se plier. Mais comme je le dis, les mauvaises habitudes ont la vie dure. Moi, hier, par exemple, je me suis rendu du côté de Bomono. Entre Douala et Bomono, c'est 700 francs. 700 francs. Le taximan m'a dit que non, vraiment là, si je vous prends une personne devant, 3 personnes derrière, vous allez payer 1000 francs. Voilà. On dit, mais c'est quoi cette histoire? Il dit, non, vous savez, je dis, mais c'est 2 personnes derrière et plus un passager et vous-même devant. Oui, mais il me dit que oui, mais la personne qui est derrière, c'est pour le policier. Je dis, mais pourquoi vous pensez toujours au policier? Pourquoi vous ne respectez pas les mesures mesures gouvernementales qui sont prises? Pourquoi non, mais vous perdez quoi?
Maintenant, de l'autre côté, regardez tous les jours, avant même que le ministre Ngalé Bibé ne prenne ces mesures, il avait déjà interdit des surcharges dans les véhicules, dans les taxis des villes. Mais vous voyez régulièrement, comme par une sorte d'obstination folle, des taxis qui surchargent, qui ont 2 personnes devant, 4 personnes derrière. Des taxis dont l'état même physique... Non seulement l'état physique, mais c'est ces taxis qui savent très bien qu'au-delà de la prescription du ministre, en réalité, ils mettent la vie du passager en danger parce que dans chaque fois qu'un véhicule est en surcharge et qu'il y a un accident, l'assurance ne paye pas. Et les taximens le savent, mais ces taximens surchargent toujours. Donc, je dis que le ministre Ngalé Bibé a pris les mesures qu'il fallait prendre. Maintenant, reste aux forces de défense, la police, la gendarmerie, de les faire appliquer et de prendre des mesures dures et strictes contre les contrevenants pour que, effectivement, ces gens puissent les respecter. Parce que sinon, on va toujours se retrouver dans la même situation du serpent qui se mord la queue. On donne des instructions, mais seulement ces instructions sont foulées aux pieds en permanence parce qu'il y a des gens qui pensent, être plus malin, ou bien 2, ils se disent que le policier, là, je vais lui donner 1000 francs. Non, mais je voulais simplement dire qu'on ne mettra pas un policier ou un gendarme derrière chaque bensikino ou chaque taximan. Vous savez, ça fait du bien. C'est pour ça que la communication sur le changement de comportement est très nécessaire, elle est même primordiale pour le cas d'espèce. Vous savez, ça fait du bien d'être dans un lit d'hôpital. Je lisais encore cette semaine, je relisais cette semaine encore l'excellent ouvrage de Daniel Etunga Mangele, dans lequel il parlait de l'Afrique a besoin d'un programme d'ajustement culturel. Et il mettait justement en exergue la démission collective des citoyens avec la fameuse phrase « on va faire comment ?» Donc il y a, au-delà des forces de l'ordre, c'est que nous-mêmes on a démissionné. Et le fait de dire qu'on se répète à longueur de journée, on va faire comment, on a l'impression que c'est l'État ou l'autre qui vient à régler les problèmes que nous-mêmes on peut régler. Voyez-vous, si, quand vous allez dans les carrefours, et que vous allez ici à Bonacom, tout près de nous, Ancienne Dalip, ou à Ndokoti et autres, aucun bensikino n'oblige, par exemple, on ne vous oblige pas à monter sur une moto avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. C'est nous-mêmes qui acceptons très souvent ce genre de choses. Parce que s'il y a d'abord... Parfois des conducteurs de moto qui sont dans un état physique à la limite effroyable. Et c'est nous-mêmes qui empruntons ces motos. Je pense qu'il y a une espèce d'autorégulation qu'il faut que nous commencions par faire nous-mêmes. C'est-à-dire que si vous êtes dans un carrefour 20 et que vous tous, vous décidiez de ne pas monter à 2 sur une moto, je pense que les motos qui sont tout autour seront obligées de transporter une personne. Puisqu'ils ne peuvent pas passer une journée sans travailler. Donc ça commence par ça. Mais si vous dites non et qu'un autre dit oui, parce qu'il est pressé, eh bien, on va toujours aboutir à ce type de situation parce que nous-mêmes, on se laisse aller et on se laisse faire. Donc ça commence par nous-mêmes. On ne mettra pas un policier ou un gendarme devant chaque moto, chaque taximan, mais on devrait être capable de dire non de manière collective et de manière massive. À partir du moment où on verra bien que, à ce moment, avec ce type d'attitude, on pourra discipliner et les mototaximans et les taximans qui seront dans l'obligation de ne plus surcharger sans qu'on soit obligé d'attendre qu'un taximan ou un mototaximant. Quitte à ce qu'on arrive au boulot en retard, mais je pense que on devrait, dans ce type de circonstances, dans ce type de crise, trouver des circonstances atténuantes. Nous devons plus réfléchir collectivement, mais même aux emplois. Je crois que ça devra même, de manière indirecte, discipliner ces transporteurs interurbains. On ne va pas toujours espérer que derrière chaque moto, il y aura un gendarme. Alors, ça ne marchera pas. Alors, Camille Néléa, évidemment que ce qui a poussé le ministre des Transports à prendre ces mesures, c'est évidemment le coronavirus, c'est le sujet central. Le quotidien, la nouvelle expression, le quotidien Le Messager, qui a indiqué avec son titre que confinement pourquoi dissimule-t-on les victimes du coronavirus? On se rappelle par rapport aux mesures de confinement, mais qu'il y a des mandants, ceux qui sont chargés de faire respecter certaines règles, qui visiblement semblent nous conduire vers une condamnation à mort collective plutôt que d'isoler ceux qui se retrouvent déjà contaminés par le virus. Je pense que c'est un mauvais titre. Et je pense que c'est une mauvaise insinuation, parce qu'on veut nous faire croire qu'il y a certainement plus de victimes du coronavirus que l'État ne dit, qu'il y a certainement plus de morts que l'État ne le dit. Non, moi je pense que cela participe d'une sorte de démarche tendant à plonger les gens davantage dans le catastrophisme. Il faut faire attention avec les journalistes qui écrivent sur le coronavirus, doivent faire l'effort d'être le plus pédagogique possible, et surtout d'être le plus rassurant possible, et surtout d'informer les gens. On informe
les gens, mais on va un peu dans tous les sens. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le coronavirus, quand on voit le nombre de personnes infectées, et même le nombre de personnes mortes au Cameroun, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe en France ou en Italie, où les morts se comptent par plusieurs dizaines et plusieurs centaines chaque jour. Donc, le Cameroun... Est-ce que ce n'est pas aussi parce que ceux qui écrivent ont aussi... Ils redoutent qu'à tout moment, eux-mêmes, ils peuvent être contaminés? Oui, mais ces personnes redoutent, mais elles peuvent être contaminées. Elles ne peuvent pas être contaminées si elles suivent au minimum les prescriptions. Moi, je pense qu'il ne faut pas faire dans un catastrophisme obstiné. La situation est grave, elle est inquiétante, mais seulement il ne faut pas plonger les gens davantage dans le catastrophisme. Mais il faut dire ce qu'il y a à dire, il faut donner les chiffres qu'il y a. Moi, je vois, par exemple, on est en train de parler de la chloroquine. On nous fait passer à longueur de journée l'interview d'un professeur, d'un médecin qui dit que non, la chloroquine, le docteur Raoul, le professeur Raoul. Voilà, on balance ça dans tous les réseaux sociaux. Mais si on va un peu plus loin, si on sort des réseaux sociaux pour aller maintenant dans les revues scientifiques et dans des espaces beaucoup plus élaborés, on réalisera que d'abord, la chloroquine, c'est la nivaquine. C'est la nivaquine, trivialement, les gens ne le savent peut-être pas, et que la nivaquine est un antipaludéen, et que la chloroquine a été largement utilisée, et qu'elle a même été retirée de la circulation à un certain moment, à un moment donné. C'est d'ailleurs pourquoi elle est rare aujourd'hui. Mais que, en réalité, la chloroquine aussi est un antipaludéen qui a des effets délétères, qui peut présenter des effets délétères et des effets secondaires, allant jusqu'aux affections cardiaques, neurologiques, la perte de vue et tout cela. Et que c'est une voie qui est en train d'être suivie. Mais ce qui est en train de déferler sur le monde, ce n'est pas le paludisme, c'est une grippe, une grande grippe. Une grande grippe comme on en a connu il y a longtemps. On a connu la grippe espagnole en 1918-1919. On a connu la grippe asiatique en 1958-59 qui a fait des centaines de milliers de morts, des millions de morts. Vous savez, mais moi, ce à quoi je me serais attendu, c'est que, par exemple, les scientifiques nous disent comment on a éradiqué, par exemple, la grippe asiatique en 1955-58, avec quelle molécule? Parce que la grippe espagnole, c'était le virus H1N1. La grippe espagnole, c'est le virus H2N2. Bon, aujourd'hui, la grippe, le coronavirus, c'est le virus du corona. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va tirer des leçons des autres épidémies? Et je vous rappelle une chose. J'ai eu une révélation hier soir avec une dame d'environ 90 ans qui a dit que, mais mon fils, ce que vous ne savez pas, c'est qu'en 1959-60, nous avons eu ici une épidémie de grippe qu'on a appelée une Konkele, et qui a terrassé les gens, mais les gens en sont venus à bout avec des recettes traditionnelles. Donc ça veut dire que, moi je me suis demandé que cette grippe asiatique qui a sévi dans les années 50 a même touché le Cameroun et a certainement fait des ravages. Moi je pense qu'il faut faire des recherches sur les méthodes grâce auxquelles on a éradiqué ces principales grippes. Or maintenant, quand on nous présente la chloroquine, donc un antipaludéen, comme certainement le remède, c'est à l'étude aujourd'hui. Et on est en train de rechercher. Maintenant, on est en train de dire qu'il faut un vaccin, il faut un sérum. Mais est-ce qu'il faut un vaccin pour les gens qui ne sont pas encore atteints ou bien qui sont déjà atteints? Comment faire pour prendre tous ces gens en charge? La meilleure solution, comme le disent les autorités, comme le disent tous les médecins, c'est la prévention et c'est surtout le respect des prescriptions. Gervais Fongan, il y a cette une du quotidien Le Jour qui parle de coronavirus, le sinistre de la communication. Vous, avec évidemment la parole donnée à un expert, vous qui êtes aussi communicateur, jusqu'ici, comment appréciez-vous la communication faite par le gouvernement? Alors, j'ai dit tout à l'heure qu'il faut une thérapie de choc pour que les gens, prennent conscience de la gravité du malaise. Et je suis un peu embarrassé parce que je voudrais quand même observer trois choses en écoutant ce que le doyen a dit tout à l'heure. La première, pour indiquer que le professeur Raoul est à la médecine ce que Pelé est au football. C'est-à-dire qu'il parle escatégra quand il parle médecine. Et tous ses pairs le reconnaissent et l'ont carrément adoubé. Ça veut dire que c'est peut-être une guerre de firmes pharmaceutiques, ce qui ne serait pas nouveau. Cette tentative qu'on a à vouloir banaliser sa trouvaille. Mais je voudrais dire que c'est quelqu'un qui parle escatégra quand il parle médecine. Et on devrait pouvoir creuser cette piste-là et trouver des issues de sortie de crise sans vouloir banaliser comme on essaie de faire en ce moment. Et la deuxième chose, pour parler de la communication de crise, je veux dire que pour le cas d'espèce, la com seule ne peut pas aider à résoudre le problème parce qu'on est en face d'une crise, planétaire qui est largement au-dessus
des forces du Cameroun. On est au-delà de la communication. Au-delà de la communication, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait encore que la communication telle qu'elle est faite aujourd'hui me semble assez restreinte, elle est assez réduite. Bon, il y a quelques tweets du ministre de la Santé qui, jusqu'ici, pour ma part, restent encore des tweets assez ciblés à une catégorie sociale bien précise, et la masse n'a forcément pas accès à ce type d'informations. Et je me suis laissé encore dire, il y a quelques jours, que le fameux point de presse qui a été organisé, que les médias étaient invités, que les médias y allaient, je ne veux pas dire par groupe sanguin, mais que c'est des invitations à tête chercheuse et qu'Inox avait été exclu parmi les médias conviés. Donc je pense qu'il faut, dans une crise comme celle-ci, il faut qu'il y ait une coalition des forces. On doit fédérer les énergies et tous les points de contact susceptibles, tous les points de contact, on est susceptible d'entrer en relation avec un Camerounais, devrait pouvoir être mis à contribution pour passer le message et passer l'information. C'est-à-dire une communication 360 degrés. 360 degrés. Et prend en compte tous les avis. Et ce qui se passe malheureusement, c'est qu'ici, tous les points de contact qui sont de nature, tous les points de contact, on est susceptible d'entrer en relation avec un Camerounais lambda, ne sont pas pris en compte. Ça devrait sortir des médias traditionnels pour intégrer non seulement les nouveaux médias, et même les tous les moyens possibles. Et même les hors-médias, pour une communication globale. Que la communication soit 360 degrés globale et plus incisive et plus offensive. Parce que quand je dis que la com ne peut pas résoudre à le problème, je me suis encore laissé dire qu'un patient coûte 300 000 francs par jour à l'État du Cameroun. Voyez-vous, quand on fait 300 000 par 14 jours, voyez combien ça peut coûter. Aujourd'hui, je suis de ceux qui pensent qu'on devrait rendre le test obligatoire. C'est-à-dire qu'obligatoire pour tout et tous. Parce que vous voyez, les chiffres sont en train d'aller crescendo. L'Italie a commencé comme ça. Hein. Aujourd'hui, dans l'Italie, on a près de 6 000 morts de constatés. Et aujourd'hui, ce matin, on parlait de 75 cas de dépistés au Cameroun. Et il se murmure que le chiffre réel est plus important que ça. Le gouverneur de la région de l'Ouest. Pour stopper l'hémorragie, à mon sens, il faut faire quoi? Quand moi je fais le ratio, je me suis amusé à faire un ratio. 300 000 francs par jour. Par patient, par 14 jours. Vous voyez, on est à peu près, je ne suis pas très fort en mathématiques, mais ça fait à peu près c'est beaucoup d'argent dans tous les cas. Environ 4 millions, je crois. Je peux me tromper. Mais quand vous prenez cet argent, si on commet ça en achat de tests, qu'on fera chaque Cameroun, on voit que ça revient, ça peut faire 100 tests pour 100 Cameroun. Guy avait Fonga. On investit sur un seul patient. Guy avait Fonga. C'est moins coûteux. Je voulais juste... Agence de voyage. Isoler tous les malades. Je voulais juste ajouter quelque chose. Isoler tous les malades. Je voudrais pas ouvrir la polémique avec Guy Fonga. Vous savez, quand vous parlez de Dr Raoult, qui est comme Pelé, vous savez, après Pelé, il y a eu le Maradona, il y a eu les Ronaldo et tout ça. Ce que je veux vous dire, c'est qu'en 1985, quand le professeur Montagny a découvert le virus du sida, il avait parlé, il avait affirmé, ex-cathédra aussi de la même manière, de manière aussi péremptoire, que le sida se transmet par le singe et par les 3 S. On a eu le temps d'évoluer aujourd'hui et de comprendre que le sida ne se transmettait pas par le singe. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que nous sommes en période de pandémie. Une pandémie comme celle-là, quand un scientifique prend la parole et que d'autres scientifiques lui disent, que lui rappellent tout simplement que l'anivacine est un antipaludéen qui a fait des choses, mais est-ce qu'on nous dise combien de personnes sont guéries? Parce qu'on est en train d'expérimenter en réalité. Et moi, je ne dis pas que les gens restent seulement sur cette lecture littérale. C'est pas montrer les limites. Ils n'ont pas resté inefficaces. Guy avait Fonga, nous sommes arrivés au terme de cette émission. La régie qui signale qu'on a dépassé le temps prévu pour cette émission. On aura l'occasion de continuer sur d'autres espaces. Mesdames, Messieurs, c'était tout pour cette édition de la Revue des Grandes Unes. Rendez-vous demain pour la dernière de la semaine.